Notre quatrième intervenant, mais troisième équipe aujourd'hui, est M. François Chouinard de Corte. Il a amorcé son parcours en recherche au département de kinésiologie de l'Université Laval, où il a obtenu un diplôme de maîtrise avec le dépôt d'un mémoire portant sur la génétique de l'obésité. À titre d'assistant de recherche, il s'est joint ensuite au laboratoire John B. Peirce de l'Université Yale, où il travaille sur l'imagerie cérébrale du goût et des saveurs. De retour au Québec, il entreprend son doctorat au programme de neurosciences intégré de l'Université McGill. Il y gradue en 2018 avec une thèse sur la génétique quantitative des stress structurels et fonctionnels du cerveau. Et il poursuit actuellement ses travaux sur l'évolution du cerveau comme chercheur postdoctoral en collaboration avec la Ressource nationale des cerveaux de chimpanzés des États-Unis. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'introduction. Comme vous vous en doutez, j'ai l'expérience de présenter mes résultats de recherche dans des conférences scientifiques, mais pas beaucoup de parler de formation disciplinaire, formation continue et surtout de société apprenante. Donc, je vais commencer dans ma zone de confort, si vous me le permettez. Ça, c'est une image représentative du travail que je fais en ce moment. On voit qu'il y a des cerveaux autour, donc j'utilise l'imagerie cérébrale par résonance magnétique pour mesurer le cerveau. Et après, ces mesures-là, je les soumets à des analyses qui viennent de la génétique quantitative. Ici, c'est caché en bas de l'écran. Donc, c'est la mesure qu'on voit, c'est l'héritabilité. Et c'est l'héritabilité de la connectivité fonctionnelle entre ces régions du cerveau-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité interindividuelle qui est expliquée par la variation génétique dans le cerveau. Maintenant, comme vous vous en doutez, j'ai pas commencé avec ça. Donc, le but de la présentation, c'est de retracer un petit peu mon parcours académique qui s'est fait vraiment à cheval entre le département de génétique et de neurologie. Et je vais essayer de mettre l'emphase sur certains facteurs qui, pour moi, ont joué un rôle vraiment clé dans mon cheminement et qui m'ont permis de faire cette recherche interdisciplinaire-là. On va commencer par le commencement. Baccalauréat et maîtrise en kinésiologie à l'Université Laval. Je vais vous dire ça en toute confidence, en toute intimité. Au début de mes études, je n'avais aucune ambition, ni même aucun rêve de faire de la recherche. Mais j'avais un grand intérêt en philosophie pour les questions ontologiques, la définition de l'être humain, et je naviguais mes études à travers ça. Très rapidement, en kinésiologie, il y a une porte qui s'est entrouverte. Donc, après la première session, j'ai reçu une bourse de recherche à la faculté de médecine qui était pour faire un petit projet d'été en recherche dans un laboratoire à la faculté. Et j'ai décidé de le faire avec Dr. Louis Pérusse, qui travaillait en génétique de l'obésité et qui, à l'époque, était le directeur des études graduées en kinésiologie. Ça a été une expérience très importante, en fait, parce que c'est ce qui m'a montré que je pouvais espérer faire de la recherche et surtout faire de la recherche sur les sujets qui m'intéressaient. Mais à ce moment-là, la porte n'était pas encore tout à fait ouverte. Donc ici, j'ai eu une petite lueur d'espoir et par la suite, j'ai suivi cette lueur-là à la maîtrise, toujours avec Dr. Pérusse. Maintenant, Dr. Pérusse, en génétique de l'obésité, à l'époque, travaillait sur la signalisation ou la communication entre le système digestif et le cerveau. Donc, les facteurs de satiété, la faim, et comment ça peut jouer un rôle dans l'obésité. Donc, j'ai été chanceux au début de pouvoir faire la transition de kinésiologie à génétique de l'obésité. Et je crois que hier, c'était Mme Fusaro qui en a parlé. L'interdisciplinarité est déjà présente dans notre faculté. Kinésiologie, génétique, c'est peut-être pas une relation qui est intuitive, mais qui était très naturelle, en tout cas dans le contexte de sa recherche. Et ça a joué un rôle qui était très important. Donc, il y a eu deux choses déjà au début. L'opportunité de faire de la recherche qui est importante pour stimuler la créativité ou la curiosité même des étudiants. Et le fait qu'il y avait déjà de la recherche interdisciplinaire qui se faisait, donc il y avait une ouverture au département de kinésiologie. Pour ce qui est du début de ma thèse de maîtrise, de mon mémoire, je parlais des gènes que le Dr. Pérusse étudiait à l'époque. C'était pas dans le cerveau. C'était des gènes qui étaient au niveau du système digestif et qui avaient un impact dessus. Tout jeune que j'étais, c'était pas assez près du cerveau. Donc, lui m'avait donné une pile de revues de littérature sur ces gènes-là. Choisis-en un, on va faire une maîtrise là-dessus. J'ai mis la pile de côté et j'ai dit non, je veux travailler sur le gène DRD2 et le gène ANKK1 qui est juste à côté.
OK. Et il a accepté, ce qui a été chanceux, parce qu'au fond, c'est des gènes qui jouent aussi un rôle dans le développement de l'obésité, mais au niveau de la récompense, donc directement dans le cerveau, et c'est ce qui m'intéressait. Suite à ça, dans un programme de maîtrise, on a des cours obligatoires. Mais après, on a des cours optionnels. La formation qui m'était offerte était disciplinaire. J'avais des bonnes fondations en génétique que j'allais apprendre, mais il n'y avait pas de neurosciences. Donc, pour essayer de pallier à ça, j'ai eu la très bonne idée, sarcasme, de prendre un cours obligatoire du programme gradué en neurosciences comme cours à option et un cours du département de pharmacologie aussi comme cours à option, de pharmacie, désolé. C'est encore Mme Fusaro hier qui dit que dans l'université, tout se fait dans la douleur. Ça a été une session particulièrement douloureuse, mais qui a porté fruit. Ça s'est bien passé. J'ai appris beaucoup et j'ai eu des fondations donc en génétique et en neurosciences avec ça. Ça a joué un rôle clé dans les événements qui vont suivre. Hier, on a entendu parler de musique un petit peu. Certains étudiants, je crois, en informatique, suivaient des cours en musique. Je prévoyais pas parler de ça, mais ça a résonné avec moi parce qu'au baccalauréat, j'ai essayé de prendre des cours de musique aussi, ce qui a été promptement rejeté. Et ça me fait penser en fait que tous les points que je viens de mentionner pour le baccalauréat et la maîtrise, j'aurais pu avoir un nom. Donc pour le choix du gène, j'aurais pu avoir un nom. Pour l'opportunité de faire de la recherche, j'aurais pu ne pas l'avoir. Et pour les cours optionnels, j'aurais pu aussi avoir un refus. Et donc, j'aurais dû rester dans ma formation disciplinaire. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ça a joué un rôle important, comme je disais, mais pas immédiatement. Parce qu'à la fin de ma maîtrise, j'étais très heureux d'avoir fait ça. Mais il n'y avait pas vraiment d'ouverture, de possibilité de continuer dans cette veine-là, surtout à Québec à l'époque. Maintenant, je sais qu'il y a un très beau centre cerveau qui s'est développé, une belle initiative, mais c'était pas là à l'époque. Donc, initialement, j'avais fait des plans pour continuer au doctorat sur le tissu adipeux brun, sujet qui était assez intéressant aussi dans le contexte de l'obésité. Mais c'est à ce moment-là, autour de 2008, qu'il y a un article qui a été publié dans Science par Dr. Dana Small, qui à l'époque était professeur à Yale, qui est un article, en fait, qui regardait une des mutations que j'ai étudiées, celle qui est numérotée 40 ici dans le graphique, et qui regardait l'effet de cette mutation-là sur la réponse dans le cerveau à une stimulation gustative. Donc, c'est tout un appareil qu'ils ont là-bas pour faire de l'IRM avec des stimuli gustatifs qui rentrent dans la bouche du sujet, et on voit la réponse dans le cerveau à ces stimulations-là. Et ce qu'elle avait découvert, en fait, c'est que cette mutation-là avait un impact sur la réponse au milkshake chez les sujets. C'est une étude qui a fait exploser mon cerveau, en fait. C'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai senti une passion immédiatement naître en moi. Et je voulais faire de la génétique, de l'imagerie cérébrale après ça. J'étais au sous-sol du PEPS à l'époque, donc bonne chance. J'ai été chanceux encore une fois parce que Dr. Small est venu à Québec pour donner une conférence. Et comme un requin, j'ai attaqué sauvagement. Et je lui ai parlé donc à cette conférence-là de ma thèse, de son travail. C'est quelque chose qui a pu se passer à cause des bases de connaissances que j'avais acquises dans ces cours-là. Si je n'avais pas suivi Neurosciences 1 et théorie des récepteurs, je ne pense pas que j'aurais pu vraiment communiquer avec une personne qui évoluait en neurosciences, donc parce que je n'avais pas le jargon, je n'avais pas les fondations, ça n'aurait pas été possible. Mais parce que mon directeur m'a autorisé à faire ça, j'ai pu parler avec elle, j'ai pu discuter de recherche, et en bout de ligne, elle m'a dit, ben écoute, c'est vraiment intéressant, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas travailler avec moi comme assistant de recherche au laboratoire John B. Pierce? Nul besoin de vous dire qu'un projet de doctorat n'a jamais été abandonné aussi rapidement que ça. J'ai emballé tout ce que je pouvais dans ma voiture et je suis parti à New Haven, aux États-Unis, avec tout ça pour 2 ans et demi. Donc, je suis passé au laboratoire John B. Pierce avec Dr. Dana Small qui fait de l'imagerie du goût, des odeurs et des saveurs. Et, point important, j'étais assistant de recherche. Donc, j'étais un employé. Ici, c'est la seule diapositive que je vais vous montrer sur le laboratoire John B. Pierce. C'est beaucoup plus court que ce que j'ai montré avant à la maîtrise. Ça a généré certaines interrogations quand j'ai fait la slide, mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est parce que j'étais employé.
je n'avais pas la flexibilité qu'un étudiant a de choisir certains cours, de choisir ce qu'il veut étudier, ce qu'il veut apprendre. J'avais un travail à faire qui était de recruter des sujets, scanner les sujets, analyser les données, publier un article. Donc, j'ai appris ce que je voulais apprendre ici, mais le côté interdisciplinaire était beaucoup moindre. Il y avait un petit peu de génétique, mais évidemment pas au niveau où j'en avais fait avant à Laval. Pour moi, ça a été 2 années très, très formatrices et je le considère comme l'équivalent d'une maîtrise en imagerie cérébrale. Donc, après 2 ans et demi, je sentais que j'avais des bonnes fondations du côté génétique et du niveau neurosciences, suffisantes pour pouvoir essayer de faire mon doctorat en intégrant les deux ensemble. Un autre facteur clé dans tout ça, c'est que étant à Yale, j'avais accès aux conférences, aux présentations des autres chercheurs, et il y avait Dr. David Glahn, qui travaillait là-bas à l'époque, qui faisait de la génétique quantitative et de l'imagerie, qui était vraiment le sujet qui m'intéressait le plus. Je vais donner un petit peu plus de détails sur ça après. Mais ça a été mon premier contact avec lui. Il a donné une conférence, on s'est parlé, très bon contact, on était d'accord sur plusieurs points. Mais je travaillais déjà avec Dana, j'avais des plans de continuer au doctorat, donc il ne s'est rien passé immédiatement. J'ai appliqué au programme de neurosciences intégrées à McGill avec Dr. Alan Evans, et Dr. Evans connaissait déjà assez bien Dr. Glahn. Donc, quand j'ai commencé mon doctorat avec Dr. Evans, il y a une collaboration naturelle qui s'est établie avec lui. Donc, Dr. Glahn a partagé les données que j'ai utilisées pour mon doctorat. On parlait de sciences ouvertes et de partage de données. Pour moi, ça a été le partage le plus ouvert que j'ai eu. Et ça s'est fait en dehors du contexte de la recherche ouverte, d'ailleurs. Mais c'était une très belle base de données, 1000 sujets, IRM structurels et fonctionnels, près de 7000 images en tout à processer. Et évidemment, avec des données génétiques sous la forme de la structure familiale de la base de données. Donc, c'était tous des gens qui faisaient partie des mêmes familles. Pour analyser des données comme ça, 7000 images, 1000 sujets en tout, ça prend une certaine infrastructure et c'est pour ça, en fait, que j'ai contacté Dr. Evans. Donc, Dr. Evans a un très gros laboratoire, on appelle le ACE Lab. Je pense qu'en ce moment, c'est une entité qui a atteint une taille où on ne peut plus savoir combien de personnes travaillent dedans, mais on peut l'estimer. Donc, j'estime qu'il y a environ 70 personnes en ce moment qui travaillent dans le laboratoire. C'est un laboratoire qui a une structure aussi assez élaborée, donc ça fait partie du Lodmer Center. Ça intègre aussi le Centre de neurosciences intégratif de McGill, qui est la branche computationnelle des neurosciences dans notre laboratoire. Donc, il y a une grosse partie du travail qui est informatique, programmation, calcul, haute performance. Et dans mon cas aussi, il y a un gros côté de collaboration parce que c'est un nœud important de collaboration internationale. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Big Brain, c'est un bon exemple. Donc, c'est un environnement où c'est facile de choisir une direction, de choisir des collaborateurs et de réaliser un rêve en soi. Donc, les principaux facteurs pour moi, c'était vraiment la capacité de gérer des grandes bases de données et le calcul de haute performance. Suite à cela, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je veux aller dans l'évolution du cerveau humain. Parce que je vous ai parlé de génétique quantitative. La première mesure qu'on avait, c'était l'héritabilité. C'est des mesures qui sont importantes, qui ont une signification au niveau de la population, qui peuvent être très utiles en santé, mais qui sont et qui ont été très utiles aussi dans le contexte de l'évolution, qu'on parle d'évolution artificielle en agronomie ou qu'on parle d'évolution naturelle, donc en archéologie. Pour moi, si je peux montrer ici, donc j'ai déjà travaillé à ce niveau-ci, donc à l'héritabilité et la génétique quantitative. Et maintenant, ce que je veux intégrer, c'est toute l'équation complète de l'évolution du cerveau humain en comparant les axes de variation génétique du cerveau humain et de notre cousin le plus proche, le chimpanzé. J'espère que j'ai pas fait descendre la météo à -2 avec tout ça, mais on est là pour parler de formation disciplinaire et de formation continue. Donc, première chose, qu'est-ce qui a joué le plus grand rôle pour moi dans ce parcours-là? C'est la chance et les opportunités. On aurait pu me dire non à plusieurs reprises,
J'aurais pu ne jamais rencontrer certaines personnes que j'ai rencontrées, mais j'ai eu de la chance et ça a pu se produire. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'étudiants dans nos universités qui ont des rêves, mais qui n'ont pas d'opportunités. Donc, c'est important de considérer ça, de donner des chances aux étudiants d'explorer des directions nouvelles ou même des directions interdisciplinaires qui sortent de leur formation, ne serait-ce que pour les aider à trouver leur vocation. Deuxième chose, accès aux connaissances. J'ai parlé de cours au tout début. Les cours, pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait à la maîtrise. Quand je suis passé au doctorat, j'ai pas refait l'expérience, donc j'ai pas repris de cours dans d'autres facultés. Pourquoi? C'est dur à admettre, j'ai eu peur. Ça a été très difficile au début de faire ça. Et puis, il faut avouer que pour l'étudiant qui va prendre des cours dans d'autres facultés, c'est quelque chose de plus difficile que c'est pour un étudiant qui a les fondations nécessaires disciplinaires dans ça. Donc, il y a un danger d'avoir des moins bonnes notes. Et quand on est au début d'une carrière scientifique, les notes, ça compte beaucoup. Donc ça, pour moi, ça a été une barrière, en fait, au niveau des cours. Et en ce moment, même si je l'ai fait et même si je valorise l'expérience, je ne sais pas si je le recommanderais à d'autres étudiants dans le contexte actuel. C'est peut-être quelque chose à considérer. Ça, c'est la formation disciplinaire et les cours. La formation continue, pour moi, c'est quelque chose qui a commencé un peu aux États-Unis, au doctorat, dans le sens où on apprend toujours des nouvelles choses. Donc, je suis passé de la génétique à la génétique quantitative, à la génétique évolutive, et ça continue. Et le problème à ce niveau-là, évidemment, c'est d'apprendre toutes les fondations de ces domaines-là et de les appliquer à sa recherche. Pour moi, ce qui a fait la plus grosse différence, c'est les gens. Donc, rendu au doctorat, dans le laboratoire du Dr. Evans, il y avait énormément de personnes qui étaient très compétentes sur plusieurs choses différentes, et j'ai appris beaucoup en parlant à ces personnes-là. C'est quelque chose qui est vrai pour la programmation. Donc, j'ai jamais suivi de cours de programmation de ma vie, mais en ce moment, je suis capable de coder des choses assez complexes pour faire les analyses que je vous ai montrées. Donc, j'ai appris en bon québécois sur le tas, mais j'ai appris aussi parce que j'ai eu accès à des personnes ressources qui avaient le luxe de prendre leur temps pour m'apprendre ces choses-là. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, je crois. Il faut que les gens qui ont les connaissances qui intéressent d'autres personnes aient le temps de transférer ou d'échanger ces connaissances-là avec eux. J'ai écrit ici algèbre linéaire avancée parce que pour l'équation que je vous ai montrée juste avant, c'est très important. Il faut avoir des bonnes connaissances. Algèbre linéaire avancée à McGill, je crois que c'est un cours de 2e ou 3e cycle au département de mathématiques. Encore une fois, j'ai peur. Donc, j'ai un petit peu peur d'aller suivre ce cours-là, de l'auditer, en fait. Mais les personnes ressources sont là. Donc, il y a un nouveau professeur à McGill, qui est un de mes amis, Yasser Eturia Medina, qui a un laboratoire très poussé en analyse multivariée. Il y a des bonnes personnes ressources en algèbre linéaire. Et j'ai appris beaucoup directement avec ces personnes-là. Mais le premier contact que j'ai eu, c'est que eux m'ont dit, va écouter des vidéos sur YouTube. Aha. Donc, il y a une chaîne de vidéos sur YouTube, je ne ferai pas de promotion comme ça, mais où un étudiant en statistique fait des vidéos pour expliquer les concepts de base d'analyse de composantes principales, etc., etc. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun, parce qu'il n'y a pas de pression au niveau des examens, il n'y a pas de pression pour suivre le cours à travers une session, on y va à son rythme, mais on peut comprendre et se familiariser avec des connaissances qui sont tout à fait étrangères à notre domaine de recherche ou de travail. Pour moi, l'université du 21e siècle, je crois, devrait aller sur YouTube. Parce qu'en ce moment, ça, c'est quelque chose qui est fait par des jeunes personnes dans leur chambre à coucher, qui mettent ça sur YouTube. Et dans bien des cas, ils sont même capables d'avoir un revenu avec ça. Mais je pense que si on veut stimuler la créativité ou la curiosité de la population au complet, pas juste des étudiants, ça serait une opportunité vraiment en or de faire ça, de donner des vidéos, donc des petits cours, des petites présentations sur certaines disciplines qui vont introduire des concepts à des gens qui ne connaissent pas ces disciplines-là. Hier, on en a parlé un petit peu, je crois.
J'ai de la misère à me rappeler des noms, désolé. Mais je pense que, de toute façon, on pourra en discuter après. C'est une opportunité qui serait vraiment intéressante à explorer. Accès aux ressources, j'en ai parlé un petit peu. Personnes ressources, très important. Ressources matérielles aussi. Ma femme fait de la recherche en microbiologie. Un jour, elle voulait faire de la microscopie électronique. Donc, elle a eu accès au microscope électronique à McGill. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important pour les gens qui veulent faire de la recherche interdisciplinaire d'avoir accès aux personnes et aux équipements. Et comme je viens de finir mon doctorat, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un problème au niveau du suivi et de l'évaluation. Parce que, évidemment, Alan est très compétent, très établi, mais sa spécialité n'est pas en génétique évolutive. Donc, quand vient le temps de suivre le travail que je fais ou d'y donner une direction, c'est plus difficile. Et c'est important à ce niveau-là d'avoir des collaborations, d'avoir des gens qui sont des experts de différents domaines, qui vont pouvoir évaluer les différentes facettes de la recherche interdisciplinaire. Pour terminer très rapidement, je pense que c'est important de parler d'enseignement et de carrière. Vous avez vu mes résultats en imagerie cérébrale. Moi, je trouve ça très intéressant, l'évolution du cerveau aussi, mais il n'y a pas vraiment de cours où je peux aller enseigner ça. J'ai eu la chance, dans les 3 dernières années, de participer au bloc J de la faculté de médecine. C'est quand les étudiants de médecine dissèquent la boîte crânienne et le cerveau. Et j'adore ça, en fait. Transmettre les connaissances à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Et c'est la seule plateforme que j'ai trouvée où le travail que je fais peut être enseigné d'une façon ou d'une autre aux étudiants. Mais en même temps, génétique, évolution et cerveau, je crois que c'est des sujets qui intéressent beaucoup de gens et qui pourraient influencer aussi beaucoup d'étudiants. Donc, non seulement pour mon domaine, mais pour tous les domaines interdisciplinaires, je crois que c'est important d'avoir des plateformes. Peut-être pas pour donner des cours, mais pour partager les découvertes qu'on a fait. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce cheminement-là. Et on va passer maintenant à la partie la plus intéressante, les questions. Merci, M. Chouinard-Decoeur. Alors. Oui, après. Oui, bonjour, Yann Matas, je suis représentant du CNRS français au Canada. Je suis désolé, je suis arrivé en cours de votre présentation, mais dans ce que vous disiez justement à la fin, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand vous disiez que l'université du XXe siècle devrait aller sur l'Internet, sur YouTube. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant, mais la question qui se pose, c'est la question, et Jacques Frémont, il avait parlé hier justement de l'objectivité, et en fait de contrôle d'une certaine manière de l'objectivité. Donc comment vous voyez cette chose-là sur l'université, sur YouTube? Voilà. Donc, quand mon cerveau s'est mis à off et que j'ai oublié ce que je voulais dire, c'était exactement ce dont je voulais parler. Dr Frémont a parlé de ça hier. Mon cerveau est encore en train de se mettre à off, désolé. Mais je crois que oui, c'est très, très important. Est-ce que je peux vous demander de répéter juste vite la deuxième partie de la question? Oui. Donc, ouais. Avant que je l'oublie, ce que M. Frémont disait, donc ce que Dr Frémont disait que je voulais mentionner, c'est les PDG drop-out qui s'en vantent de ne pas avoir de diplôme. C'est les chercheurs qui disent que les vaccins causent l'autisme, etc., etc. Le problème ici, c'est que certaines personnes, donc, sont capables de véhiculer une certaine rhétorique par les technologies de l'information. Et c'est exactement pour ça que, selon moi, l'université doit aussi aller sur YouTube. C'est pour crier notre logique haut et fort, plus fort qu'eux, parce qu'en fin de compte, selon moi, la population est curieuse, la population veut apprendre ces choses-là, mais la seule information qu'on leur donne, c'est ça. Donc, en tant qu'universitaire, je pense que c'est très important de rendre toutes ces connaissances-là accessibles. Et en fait, à notre société, si on veut s'assurer de la qualité de l'information et de comment elle est transmise, je pense que passer par l'université, c'est probablement la meilleure façon. J'avais juste une petite remarque, ça m'a fait sourire quand tu as parlé de chance. Oui. Parce que
Je pense que beaucoup d'entre nous, on l'a vécu parce que la plupart, on n'aurait jamais pensé se retrouver où est-ce qu'on se retrouve en recherche actuellement. Si on m'avait dit que j'allais faire de l'aquaculture et des pêches quand j'ai commencé, j'aurais jamais cru. Mais puis à un moment donné, je me souviens d'avoir dit ça à une de mes sœurs. Je dis, j'ai été chanceuse. Elle m'a dit, tu sais, on a fait sa chance. Fait que les cours que tu as pris, pas de la chance, c'est toi qui es allé les chercher. Ça fait que se dire ça aussi, des fois, cette volonté-là de se former et tout ça, ça devient très important. Puis effectivement, on fait sa chance quelque part. Vous le dites d'une manière très positive. Pour moi, c'est juste du masochisme intellectuel. Mais effectivement, si je peux envoyer un message aux jeunes étudiants et étudiantes interdisciplinaires, c'est ça. Si vous avez un rêve, une passion, il faut y aller, il faut attaquer, il faut saisir les chances, il faut les trouver. Jean-René Roy. Enfin, en vous écoutant, je me suis rappelé ce que Julie Morin-Riva racontait. C'est le parcours du combattant ou de la combattante. Vous, ça a l'air facile et je pense que mon parcours ressemble au vôtre, sauf qu'au départ, il n'y avait rien d'évident. Premier commentaire. Deuxième commentaire, il y a beaucoup d'outils qui apparaissent pour la formation universitaire. Vous mentionnez YouTube et je pense qu'il faut faire attention lorsque j'appelle ça des technoballons. Et je pense que ce sont des outils complémentaires. Quand on parle du numérique et tout va être numérique, c'est pas vrai ça. Le numérique devient une nouvelle forme de travailler, d'expliquer, etc. Donc, je pense que votre message, surtout que vous avez insisté sur le contact personnel de chacune de ces personnes, qui n'aura pas été le même si vous les aviez vues sur YouTube. Donc, c'est ce jeu et cet équilibre qu'il faudra retrouver pour les nouvelles générations d'étudiants. Oui, un petit commentaire. Donc, premier point, j'essaie toujours d'être très positif, mais ça serait malhonnête de dire que ça a été facile. Ça a été très difficile. À la maîtrise, j'ai eu beaucoup de résistance, non pas de mon directeur, mais d'autres professeurs du département qui moi aussi m'ont dit en pleine face, ça s'en va nulle part. Donc, ça a été difficile aussi. À la fin de la maîtrise, évidemment, quand j'avais pas d'autres opportunités. Mais, comme on disait, c'est une question de suivre ses rêves, de continuer. Le deuxième point, j'ai mis un petit peu l'emphase sur YouTube, mais je veux pas le faire, en fait. C'est simplement que je veux que les connaissances soient disponibles à un clic des individus, sans avoir besoin de s'inscrire à un cours, sans avoir besoin de donner leur information. Juste, ça m'intéresse, je vais me familiariser avec. Pas l'apprendre, mais découvrir un petit peu ce que c'est. Si ça répond un petit peu à ça. Merci, Julie Morin-Riva. Oui, alors je pensais à ça par rapport à YouTube, mais par exemple, les MOOC ou tous ces enseignements en ligne qui sont à la fois donnés par des professeurs qui vont chercher des experts dans différents domaines. Je sais que moi, j'en ai suivi à peu près 80, puis parce que sur tout un tas de sujets complètement différents en fonction de... Et souvent, ce sont des sujets très transversaux et surtout, les chercheurs, les enseignants de diverses universités vont chercher des contenus d'experts ou de gens dans l'innovation, dans la création, sur les Fab Labs, etc. Des choses vraiment très, très intéressantes qui sont vraiment disponibles à tous. C'est pas diplômant, c'est sûr, mais ça permet de piocher aussi des choses vraiment pertinentes. En tout cas, je sais que l'Université Laval en propose aussi, voilà, sur le Nord, sur des choses comme ça qui sont vraiment très, très intéressantes. Je ne sais pas si vous êtes motivé à en créer aussi en commun. C'est peut-être ça aussi l'université de demain. Merci. Si c'est ça l'université de demain, ça veut dire qu'elle est en grande partie délocalisée. Elle est hors les murs. Et quand on parle d'une société apprenante, on a aussi spontanément en tête l'idée de ça, c'est-à-dire une société dans laquelle les gens passent leur temps à s'auto-former et à butiner, si je puis dire, vers ce qui les intéresse, n'a pas nécessairement besoin d'institutions, en tout cas pas dans la forme qu'elles ont actuellement. Peut-être un petit commentaire sur ça aussi. J'ai été assez rapidement avec la présentation, puis le stress joue toujours un rôle. Quand je mentionne les technologies de l'information, tout ça, c'est vraiment au niveau curiosité.
Si ce qu'on veut, c'est de la formation continue, si on veut que les connaissances soient vraiment assimilées par l'individu, là, je crois que c'est pas nécessairement approprié parce qu'évidemment, on doit s'assurer que les connaissances ont été bien acquises. Donc, pour moi, quand j'en parle, c'est vraiment un outil pour stimuler les gens, pour aider les jeunes chercheurs, les jeunes personnes à découvrir de nouvelles directions interdisciplinaires. J'ai beaucoup d'interactions souvent sur comment on peut intégrer les technologies dans toutes sortes de secteurs, surtout avec le volet entrepreneurial là, où on m'envoie surtout plein de forums et puis tout le monde a son opinion. Domaine de la santé, domaine de la culture, l'emploi et tout ça. Puis ce qui revient le plus, c'est que même si on fait beaucoup appel à nos technologies, on a toujours le désir de se rassembler quelque part. Puis ce qui marche le mieux quand on intègre la technologie, là, disons en culture, c'est quand il y a un vrai happening. Là. Les gens, ils ont attendu le moment, on s'est connecté d'avance, on avait des sondages à se faire avant, on s'est fait un post, un blog, je sais pas quoi. Puis là, tout d'un coup, on part, on va dans l'espace, on se revoit. Puis là, on se parle. Je veux dire, on n'arrêtera jamais de se parler à cause des technologies. Donc, c'est une réflexion à faire même dans la recherche. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Si je peux parler d'une expérience régionale, je participe à la création d'un hub régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a pour centre un centre d'artistes, justement, curieusement, et qui regroupe toutes sortes de gens par Internet, des entrepreneurs, des conseillers municipaux, toutes sortes des profs de cégep, des profs d'université. Et la première chose qui est sortie de la première rencontre de tous ces gens-là, c'est il nous faudrait un lieu physique, précisément pour se regrouper. Tout ce dont on parle, finalement, c'est des complémentarités, mais à organiser de façon autre qu'elles ne le sont actuellement. Quand on évoquait tout à l'heure le fait que Catherine est partie, que notre colloque est un peu rétrograde dans sa forme, oui, peut-être, mais alors comment peut-on imaginer d'autres façons de se parler en prenant pour acquis que nous, on ne se parle pas de l'air du temps ni de n'importe quoi, mais de certaines choses précises. Donc, il va falloir nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole quelque temps, peut-être pas trop longtemps, mais peut-être que le format avec une table et des gens dans la salle, c'est pas le bon, mais il faudra en inventer d'autres. Je suis pas sûr que le free for all d'Internet soit la meilleure non plus. Hein. Oui. Oui, justement, dans le complément, je me demandais depuis hier, quand je réfléchissais sur cette question, puisqu'on parle de l'université, il y avait aussi une intervention sur l'histoire, comment les choses ont évolué. Et quand on s'intéresse à des transformations des systèmes, je pense que c'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a des invariants, des choses qui restent toujours ancrées? Et du coup, j'ai pensé à des invariants universitaires, hein, enfin même si c'est l'université du XXIe siècle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun avec l'université du XIXe, du XVIe siècle? Je pense que ce que vous disiez, les espaces physiques, ce que j'appellerais peut-être des lieux de rencontre, que c'est l'un des invariants. Mais évidemment, on va parler de la transmission, de la création des connaissances dont vous avez parlé vous aussi. Mais je reprends encore l'exposé de Jacques Frémont où il a parlé du lieu de l'objectivité. Je pense que l'objectivité, c'est un des invariants universitaires auquel il faut absolument tenir. Et justement, l'objectivité qui demande une certaine manière de vérification ou de validation de cette information. Sans doute, le dernier, qui me semble extrêmement important aussi, c'est un lieu où on peut vivre sa passion, à la fois au niveau des étudiants et au niveau je sais pas, il y a peut-être d'autres invariants, mais c'est justement, enfin, ces quatre invariants qui, depuis hier, quand j'ai réfléchi, et vous me confirmez ça, et la discussion aussi. Mais je sais pas, il y a peut-être d'autres, justement, ça m'intéresserait de savoir est-ce qu'il y a d'autres invariants universitaires. Je suis très, très d'accord avec ce que vous avez dit. Peut-être que je comprends mal le concept d'invariant universitaire, mais pour moi, les invariants universitaires, c'est les dogmes qu'on enseigne. Et la génétique en contient beaucoup, parce que c'est des faits qui sont établis. Et, OK, dans la méthode.
Ah, oui. Ni de lieu, ni du temps, ni de lieu où l'université évolue. Par exemple, si on parlait des responsabilités sociales, ou enfin la mission sociale de l'université, je suis pas certain que c'est un invariant, parce que ça va varier en fonction de la société dans laquelle l'université évolue. La responsabilité sociale d'une université canadienne, elle n'est pas la même que la responsabilité sociale d'une université française, et c'est pas la même de l'université au XVIe siècle. À ce titre-là, en fait, selon moi, l'invariant universitaire qu'il faudrait protéger et en fait qui définit un petit peu ce qu'est une université, c'est l'interaction directe entre les personnes, entre des gens qui ont les connaissances et les gens qui veulent les apprendre. Donc, quand on parle de lieux communs, de lieux d'échange, ça, c'est vraiment l'invariant pour moi qui est le plus important et qui a joué le plus grand rôle dans ma recherche récemment. Parce que tout ce que j'ai appris, comme je disais, en informatique et aussi en algèbre linéaire, je l'ai appris par des gens, même pas dans des salles de cours. Donc ça en serait en effet. Si je peux, pardon, juste réagir. Ça fait, je crois, 2 personnes qui parlent d'objectivité. Je ne crois pas du tout que l'université soit objective. Je pense qu'elle est tout à fait subjective. Je pense que le principe de l'université, c'est vraiment de la reproduction. J'arrive pas à le dire, mais voilà. Vous l'avez compris. Donc voilà, de pouvoir reproduire des expériences et tout savoir en fait est tout à fait subjectif, y compris la génétique. Et donc on choisit finalement politiquement de mettre en avant certains savoirs par rapport à d'autres. Donc c'est simplement ma vision. Oui, bonjour Françoise Gay. En fait, je veux rebondir sur ce que M. Vidal a dit tout à l'heure. Il parlait de organiser de façon autre. Et j'ai l'impression qu'on s'est mis à discuter d'enseignement numérique qui est dans l'air du temps, dirons-nous, hein? Et ça revient régulièrement. La semaine dernière, je devais présenter quelque chose pour la nomination du recteur de l'Université de Montréal qui termine son mandat. Et à propos justement de l'enseignement numérique, on disait attention de ne pas céder aux chimères, hein, de ne pas s'en aller mais de vraiment, moi j'ai utilisé l'expression dompter l'instrument et s'en servir toujours avec une visée pédagogique. Vraiment réfléchir à chaque moment où c'est utile et comment ça peut être utile pour pousser plus loin. Mais toujours le jauger. Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de compétition entre universités. Puis d'ailleurs, les universités à l'extérieur des grands centres vont en souffrir, en fait, si les universités des grands centres se mettent à diffuser les connaissances en passant comme ça directement aux gens des régions. Mais pour revenir à donc pas céder aux chimères, et là, ce que M. Vidal a dit m'a allumé. J'ai pensé à quelque chose qui est comme, pour moi, de l'ordre de la collégialité. On se retrouve ici et il y a une espèce de collégialité, alors que si tous les gens qui sont ici avaient été en ligne, sans s'être rencontrés avant, la hiérarchie très importante entre les vice-recteurs, les recteurs qui étaient là hier et les professeurs et les chargés de cours et les étudiants en bas de l'échelle, on ne réussirait pas à se parler. La hiérarchie serait beaucoup plus présente parce que nos titres seraient beaucoup plus présents, tandis que quand on est là en personne, il y a quelque chose de l'ordre du collégial qui, pour moi, est très précieux. Puis, en tout cas, à l'Université de Montréal, c'est une chose qu'on prône, une collégialité où tout l'ensemble des acteurs de l'université participent non seulement à la production, mais aussi à la transmission des connaissances. Voilà. Ben, 2 choses. Je partage pas le point de vue que si les universités, avec un plus grand effectif et de plus grands moyens, se mettent à faire du numérique, les régions vont mourir. Je pense pas ça. Sincèrement, je ne vois pas ça. Je sais pas si c'est comme ça que vous vouliez l'expliquer, mais je ne pense pas. Il y a un rapport de proximité aussi. On parlait tantôt des étudiants de première génération. C'est vraiment pas neutre, là. Quelqu'un qui s'ennuie de papa puis maman, là. Bon, je viens d'une région, là. À la Québec, c'est loin. OK? Fait que. Pour toi. Ben, pour eux. Moi, c'est pas si pire, je suis capable d'aller à Gatineau. Mais c'est. Et voilà, on est toujours loin ou proche de quelque chose, ou le centre ou la périphérie de quelque chose.
ceci étant, je reviens sur le rapport au savoir parce que c'est ça qui change. Je pense les jeunes, les étudiants en formation qui veulent apprendre, si on n'est pas pertinent, parce qu'ils vont sur YouTube, parce qu'il n'a pas compris son prof de maths qui enseigne, je dis maths parce que vous avez dit maths tantôt, ou son prof de sciences politiques ou d'économie qui a enseigné la loi de la demande, puis il n'a rien compris, puis il va dans une application sur Internet qui montre le mouvement mieux que moi, ben ça se peut. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ça pour comprendre la société? Je ne connais pas beaucoup d'applications qui font ça encore. Donc, c'est ça, cette recherche de sens-là, faire du sens dans la pédagogie. La pédagogie est par essence intersectorielle. Hein? Je ne sais pas, enseigner, on enseigne nos disciplines, mais souvent, on aura besoin de se faire former en enseignement. En tout cas, je suis un prof de cégep, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Mais c'est ce rapport au savoir-là qui change. Je pense qu'on n'en saisit pas la mesure encore. Il y a du n'importe quoi sur Internet, mais il y a de l'excellent aussi. D'ailleurs, j'imagine que vous allez publier l'ensemble des présentations sur Internet. Donc, et ça, c'est pas un petit changement, là. Le numérique, Serge Bouchard, sociologue que vous connaissez tous, disait la chose suivante, ça m'est resté dans la tête, puis je vous le lance. Il disait, le numérique, c'est la roue du 21e siècle. Il dit, la première chose qu'on a inventée après la roue, c'est quoi? C'était un silence. Il dit, c'est le frein. Ben là, on est la génération qui est condamnée à trouver certains freins, mais on va être obligé de vivre avec la roue, là. Je vous l'annonce, là. En tout cas, je pense, là. Voilà. Très belles images. Oui? Non, pas du tout. Dans ce genre de conversation-là, puis j'en entends beaucoup ces derniers temps, il y a toujours quelque chose où j'ai l'impression qu'on se fait avoir. Vous parlez du changement des savoirs. Moi, c'est le changement des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Les valeurs changent. Moi, je suis de la génération X et la présentation de M. Bali, ben, je ne peux pas la partager parce que pour moi, le critère d'être heureux, d'être à l'aise, d'être confortable, ça ne vient pas me chercher comme génération X. Comme génération Y, il est 4 heures, je suis une infirmière, je suis à côté d'un patient, je quitte, puis je m'en vais m'occuper de ma famille, puis l'infirmière suivante n'est pas arrivée. Il y a plein d'articles qui ont été écrits là-dessus pour décrire cette situation-là. Puis dans sa logique, c'est correct, ça rentre dans son schéma de valeurs. Et on ne peut pas discuter des valeurs. Les valeurs, c'est comme ça. Depuis Nietzsche, on a accepté que les gens avaient des valeurs différentes. Puis quand on se rend compte, il faut comprendre que l'autre a son système de valeurs, on a notre système de valeurs, puis c'est comme ça qu'on le développe. Je vous conte une anecdote, j'adore la raconter. Ma jeune fille a 13 ans, puis elle m'appelle, puis elle me dit « Papa, viendrais-tu me chercher? Je suis chez tel ami. » Alors, oui, je vais la chercher, elle a 13 ans. Et puis, quand on arrive à la maison, elle part vite à courir, puis elle s'en va sur le laptop, puis elle s'en va là. Fait que je dis « Avec qui tu parles? » Ben, elle dit « Avec les personnes avec qui j'étais. » Fait que je dis « Mais pourquoi t'es pas resté? J'aurais pu aller te chercher 1 heure plus tard. » Elle me dit « Oui, mais ça me permet de parler aussi avec d'autres personnes. » Fait qu'au lieu d'être avec 4 personnes, elle était avec une vingtaine de personnes et elle avait du plaisir. C'est ça qui est important. Elle le faisait pas comme ça, elle le faisait parce que c'était plus plaisant pour elle d'être là derrière le laptop. Aujourd'hui, elle a 26 ans, puis elle a passé cette phase-là, puis elle aime bien être avec des 4 amis. Mais cette journée-là, j'ai été saisi de ça parce que pour moi, ben, le plaisir, ça aurait été d'être avec les gens. Puis elle a réussi à avoir du fun à être avec des gens derrière un ordinateur. Bon, ça m'arrive aussi, ça peut arriver, vous chattez avec quelqu'un, puis ça peut être intéressant, mais vous comprenez bien, c'est ce changement de valeur-là qu'on peut pas prédire. Et pensez juste à nous par rapport à la génération précédente. Aujourd'hui, pas besoin d'être marié, c'est une affaire réglée. L'homosexualité, c'est accepté. Il y a des choses qu'on a, puis qui étaient complètement inconcevables à une autre époque. Puis je vous jure, ça va être la même chose avec nos enfants, puis ça va être avec les autres. Et ça va venir teinter la façon dont l'université du 21e siècle va évoluer. Puis ça, on ne peut pas le prédire. Pas beaucoup. Vous le saviez? Je ne suis visiblement pas de la même génération que M. Bali, mais j'ai aussi été formée dans le Special Individual Program à Concordia, dont j'ai parlé récemment. Je suis membre de la commission de l'enseignement collégial. La vie qu'on commence m'a amené à parler de ça. Hier, j'ai pensé à ça aussi. Il fallait que ce soit nécessairement interdisciplinaire. On ne pouvait pas être admise dans ce programme-là si c'était pas interdisciplinaire. On parle peu
de ce programme-là. J'ai pas entendu des gens qui viennent, par exemple, de Concordia. J'étais pas ici ce matin, désolée. Mais je trouve que une des choses auxquelles on pensait qui était important, c'était pas tant est-ce qu'on était heureuse ou pas heureuse, mais c'était de tenir compte d'éléments qui font une différence dans notre façon d'être sur place quand on apprend. Et moi, c'est ça que j'entends quand vous parlez. On utilisait plutôt des approches Quaker, c'est de ça dont on parlait là à l'époque, mais je trouve que c'est prendre en compte la réalité de qui on est, et je trouve que ce programme-là dont on a, qui existe depuis fort longtemps à Concordia, a été créé et nous permet d'apprendre dans un environnement avec des gens, avec plusieurs disciplines, en changeant d'université, en allant suivre des cours ailleurs. Et c'est quelque chose qui peut être inspirant là, quand on pense à comment on peut être plus interdisciplinaire. C'est vrai, on l'est déjà un peu, mais on l'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Olivier Aubry, chargé de cours en biologie à l'UQAM. J'hésitais à intervenir, mais sur plusieurs choses, mais peut-être la première sur la chance et les opportunités. Je suis d'accord qu'on se les crée, les opportunités, on se les donne, mais ça ne veut pas dire que tous les autres qui n'ont pas eu un poste permanent, par exemple, sont moins bons que nous. Puis, il y a aussi toute la question, je pense que c'était le colloque hier matin, ou sur le nombre de doctorants qu'on va former. Qui fait de la recherche actuellement? C'est les doctorants, c'est les postdocs, etc. Et moi, par exemple, j'ai des collègues profs qui vont me dire « Bon, bah, toi, t'es meilleur que moi sur telle et telle chose, mais le hasard a fait que c'est moi qui ai eu le poste de prof. » Et donc, faut pas oublier ça dans ce côté de chance et opportunité, que tous les doctorants qu'on forme ne vont pas devenir des chercheurs. Et quand on pense à une université du 21e siècle, intégrer aussi, là on en parle depuis hier un petit peu des chargés de cours, mais qui font aussi de la recherche et qui peuvent s'intégrer dans cette dynamique pour aussi, par rapport à l'enseignement, qui eux font beaucoup d'enseignement. Donc il faut que ça soit pris en compte parce que c'est pas dévaloriser aussi les personnes parce qu'on fait moins de recherche. Il y avait, j'ai oublié le nom du présentateur là qui parlait justement des spécialistes et des généralistes, mais on est aussi dans cette dynamique où on pourrait voir par exemple les chargés de cours plutôt comme des généralistes versus des spécialistes qui eux aussi par exemple ont plus de difficultés à s'intégrer dans l'enseignement par rapport à leur sujet très précis.